Alors, mon nom, c'est Paul Bertrand-Hamelin. Alors, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Je suis CP en développement de la personne au Centre de service scolaire de la Rivière-du-Nord. Ça veut dire quoi, ça, un CP en développement de la personne? En fait, ça inclut éducation physique et la santé et culture et citoyenneté québécoise, donc les deux, primaire, secondaire, puis au présco pour l'éducation physique. Alors, j'avais comme plusieurs avenues à vous parler, puis hier soir, je voulais organiser ça pour que ça fasse un certain sens. Fait qu'on va voir si ça fait du sens, mais vous allez avoir accès à tous les documents. Il y en a qui ont reçu papier parce que on ne nous avait pas dit combien d'inscriptions on avait. Fait que je suis allée à peu près comme l'atelier auparavant, mais finalement, c'est peut-être 2 à 3 fois plus. Fait que, mais le lien a déjà été envoyé pour que vous ayez accès au matériel. Alors, le plan de la présentation, je vais parler d'outils d'évaluation, mais à partir d'un canevas que j'ai bâti pour réfléchir sur des questions éthiques. Je vais évidemment commencer avec quelques diapos sur la condition favorable au dialogue ou à l'interaction, parce que dans ma classe, c'est ce que je ferai. Je commencerai par là, parce que j'aimerais aussi que vous ayez accès à ce dialogue-là, si vous avez des questions ou des commentaires. Et puis, je vais vous présenter des outils, puis des outils d'évaluation aussi que, en tant que CP, quand je circule dans les écoles secondaires ou primaires, il y a certains éléments de ça qui sont comme populaires. Fait que je me suis dit, si les profs trouvent ça populaire, bien peut-être que vous allez vouloir y avoir accès aussi. Et puis, il y a aussi un carnet de mise en situation que je vais vous présenter, de réflexion éthique. Et puis, on va présenter tout ça. On va voir comment ça fonctionne. Alors, le canevas numéro 2, il va y avoir plusieurs clics. En fait, on a sauté les conditions favorables, mais ceux qui les ont eues dans votre livre, c'est... on va aller... En fait, je vais ouvrir... Si tu vas à la diapo 3, dans les conditions favorables... comment tu t'appelles déjà, monsieur Mario? Éric? Yannick. Alors, merci Yannick de cliquer sur conditions favorables dans la diapo 3, en bas à droite, dans ce coin-là. Ouais. Alors, ce sont des liens cliquables que vous aurez à l'intérieur du Canva 2. Et on a des petits défis avec mon ordi, mais on va prendre celui qui fonctionne en arrière. Alors là, on a pris les conditions favorables qu'on nous présentait dans le programme, et puis on est allé apposer, comme on va dire, des pictos. Et puis, si on va dans les pages subséquentes de ça, c'est la vue d'ensemble des conditions favorables, c'est que ça devient des affiches qu'on peut afficher et laisser dans nos classes et revenir quand on travaille une condition en particulier. Comme respecter les règles de fonctionnement à l'interaction, on établit nos règles de classe, etc. Donc, on peut revenir, répondre à questions posées par les autres. C'est pas nécessairement toujours le prof, un peu comme en construction philo, comme on l'a vu, ceux qui étaient ici dans l'atelier précédemment. Être attentif aux propos des interlocuteurs. Évidemment, si je veux répondre, c'est d'avoir son attention sur le sujet sur lequel on est en train de regarder. Prêter l'attention au langage non verbal aussi, parce que des fois, dans les classes, les gens ne parlent pas, ne passent pas de commentaires, mais pourtant, leur visage exprime un désaccord ou un dégoût. Ou c'est un peu de peut-être expliciter ce langage-là pour toujours rester en harmonie, évidemment, dans l'interaction. S'assurer de comprendre les idées émises par les autres. Donc, on peut poser des questions, puis je vous invite à le faire aussi durant ma présentation. Respecter le sujet et l'intention de discussion, ou essayer le plus possible là, de respecter ce que vous attendez de cet atelier. Alors, on peut aller maintenant au Canva au début. Oui, sur la première page. Alors, est-ce que tu peux le mettre en mode présentation? Ça pourrait être, Éric, un petit peu plus gros pour les participants dans la salle. Le diaporama en haut, je pense, en haut à droite. Oui. Ouais, ça devrait être pas si mal, merci.
Alors, on est parti des 4 composantes dans le Canva parce que, dans le fond, développer la compétence, réfléchir sur des questions éthiques, bien, ça passe par nos composantes. Alors, vous allez voir que le Canva qui est présenté est bâti de cette façon-là pour nous amener à intégrer les composantes dans le développement de notre compétence, puis aussi de faire des liens avec l'évaluation qui va suivre plus tard. Alors, on a pensé, c'est un Canva de tâches. Et ce canevas de tâches-là, c'est des propositions de tâches. On n'est pas obligé de prendre tout le canevas sur une situation ou un concept puis le faire au complet. C'est souvent ce que les profs pensent au début quand on le présente. Mais c'est vraiment de l'utiliser. Peut-être que là, on va faire la composante, la première composante, puis on va faire une autre mise en situation avec la deuxième composante. On peut se promener, hein, c'est itératif. Donc, c'est un peu de la façon que le canevas a été pensé. Donc, dégager la dimension éthique d'une situation. Il y a des couleurs, puis ça correspond aux couleurs aussi des tâches. Examiner une diversité de points de vue, élaborer un point de vue et dialoguer. Alors, on va passer à la deuxième diapo. On reste dans notre patinoire. Une des choses que j'aime bien aussi par rapport aux finalités, c'est qu'on donne les balises, les grandes balises. On va prendre un sujet X, mais on va le travailler en gardant en arrière, dans la tête, en fait, qu'on va viser la reconnaissance de soi de l'autre, puis on va poursuivre le bien commun. Évidemment, ça va nous aider à vivre des citoyens de notre société québécoise. OK, on avance ça. Je ne sais pas si je peux le faire moi-même. Je pense que je vais aller avec ma feuille. Ça va être peut-être plus facile à lire que sur l'écran. Oui, il n'en reste plus de documents, malheureusement. Vous allez les recevoir. Alors, ce canevas vise à garder, en fait, l'intention pédagogique du canevas, il vise à garder des traces pour rendre compte de la compétence réfléchir sur des questions éthiques. Il peut être utilisé pour soutenir la réflexion des élèves, tant à l'oral à l'écrit. Les mises en situation que je vais vous présenter plus tard aussi. On peut le faire à l'écrit, on peut le faire à l'oral. Il a été validé avec la version finale du programme. Puis, il couvre les 4 composantes, comme on vient de le nommer. Bien que les savoir-faire d'identification, d'examen et d'évaluation des repères et des points de vue constituent des éléments d'une démarche de réflexion éthique, les différentes composantes ne forment pas nécessairement un processus linéaire, comme il est dit dans le programme et comme je viens de le souligner. Ils peuvent être sollicités parallèlement et de manière itérative, c'est-à-dire on fait une partie, on fait une autre partie, je donne une tâche, j'en donne une autre, puis je change peut-être même le sujet d'étude. Nous invitons tous les enseignants à sélectionner parmi ces tâches celles qu'ils voudront enseigner et ou évaluer. Parce que des fois, tu vas peut-être vouloir l'enseigner, mais tu ne vas pas l'évaluer. Puis à d'autres moments, la même tâche pourrait être donnée sur un autre sujet d'étude, et puis là, tu vas peut-être vouloir l'évaluer. Les modalités pédagogiques. Depuis, la compétence réfléchir sur des questions éthiques amène les élèves à expérimenter le vivre ensemble en classe, un lieu où, comme dans la société, il faudra apprendre à cohabiter dans le respect malgré les désaccords et les divergences de points de vue. On voit ça en C2, que ce soit les nôtres vis-à-vis ceux qui sont dans la classe, mais aussi avec peut-être des textes qu'on va leur donner qui vont faire ressortir des points de vue qui ne sont pas nécessairement les leurs. L'enseignant encourage le développement d'une pensée critique qui permet aux élèves de comprendre que tous les points de vue n'ont pas nécessairement la même valeur. On va le voir, ça dépend des contextes, ça dépend sur quels repères ils sont appuyés. Puis il y a eu des questions dans les présentations au début que je faisais aux enseignants, puis ils disaient, ben c'est comme si tout se vaut, tous les points de vue se vaut. Alors, il est bien écrit dans le programme un élément qui est important de soulever. Les enseignants et enseignants s'assurent d'éviter l'endoctrinement et la censure, et ils valorisent la liberté d'expression et de pensée. Toutefois, lorsqu'une opinion émise porte atteinte à la dignité de la personne ou que des actions proposées compromettent les principes fondamentaux de la Charte des droits et libertés de la personne et les principes démocratiques qui organisent notre vie collective là, au Québec, égalité, laïcité, droit, etc., de l'État, etc., ils interviennent en se référant aux finalités du programme et de ses principes. Parce qu'on peut se reconnaître, mais il
faut pas oublier, c'est reconnaissance de soi et de l'autre qui n'est pas nécessairement du même point de vue que toi, mais en même temps, la dignité humaine et les chartes que l'on a ici au Québec, ben, il faut recadrer les propos qui seraient débordants. Je vais dire ça comme ça. Et puis, on a aussi des outils qu'on va réutiliser tantôt avec les mises en question qui accompagnent ce dossier. Et là, je ne sais pas si on peut cliquer sur qu'est-ce qu'une question éthique, Éric. Alors, on a bâti des documents aussi pour aider, parce qu'il y a des enseignants peut-être qui sont nouveaux ou qui arrivent dans le domaine. Ils n'ont pas fait ECR avant, puis ils se disent, ben il faut aider. En fait, reviens en arrière, Éric, dans les outils complémentaires pour cliquer sur le premier en bleu à droite. Qu'est-ce qu'une question éthique, s'il te plaît? Puis là, ils se questionnent sur comment je vais faire pour que les élèves, pour les amener à formuler des questions éthiques. Donc, on a fait un document qui nous donne certaines balises, certains critères, je vais utiliser ça comme ça, pour nous permettre de savoir est-ce que ma question, c'est une question éthique. Comme par exemple, la question doit être ouverte, portée sur un sujet de réflexion et des enjeux existentiels. Elle porte sur un problème à résoudre par l'humain, question que se pose une personne ou les membres d'un groupe à la recherche du bien commun et du juste. Question pour guider et réguler la conduite d'une personne et les membres d'un groupe. Question pour guider et réguler les actions acceptables dans une situation d'enjeu éthique. Et question pour guider et réguler les options à privilégier en fonction de la reconnaissance de soi et de l'autre. Il y a une deuxième page à ça, Éric, si tu cliques. Puis là, on a donné des exemples parce que quand on était en ECR, il disait qu'il y avait des tensions. Pour formuler une question éthique, les tensions, il fallait qu'elles soient entre des valeurs et des normes, des valeurs et des valeurs ou des normes et des normes. Mais là, ils ont agrandi un peu cette façon de faire-là pour formuler des questions éthiques en intégrant des préférences, des expériences, des conduites humaines et des ressentis. Puis là, on a donné quelques exemples à ça qui pourraient, avec lesquels on pourrait s'inspirer dans la formulation de questions éthiques. Si on va avec l'autre, parce que dans le programme aussi, on demande, en fait, de quand on va donner un point de vue, de les asseoir sur des repères. Puis là, tu dis au prof, OK, mais encore. Alors, si tu vois la première, encore la page 3, je pense, où il y a plusieurs, en dessous de questions éthiques, il y a l'arbre des repères. Alors là, on a fait un visuel où on a pris les types de repères que le ministère nous proposait, et puis on a, en fait, détaillé chacun des repères. Alors ça, c'est les sortes de repères, les types de repères que le ministère nous a donnés. Il y en a ajouté par rapport à ECR aussi. Mais si tu descends à la page 2, par exemple, Éric, s'il te plaît, du même document. Je ne savais pas que j'avais à travailler autant avec toi aujourd'hui, hein? Fait que merci de collaborer. Alors là, on a pris la définition. On a voulu donner une définition à chacun parce que même parfois, quand on a un point de vue, puis là, il faut l'asseoir sur un repère, mais encore, c'est quoi ça, un repère? Puis là, ça donne des idées aussi aux élèves pour partir un peu cette démarche-là d'asseoir un point de vue sur des repères. Alors, il y a aussi le repère valeur, donc qui s'appuie sur des convictions profondes et universelles. Puis encore là, j'avais fait un test autour, puis j'avais dit, OK, nomme-moi des valeurs, mettons 10 valeurs. Puis là, les gens, après 5, là, on dirait qu'ils patinaient un peu, là. Alors, encore là, on a fait un document, si tu retournes à la même page, mais que tu descends en bas, là, il va y avoir les valeurs. Alors là, on a fait un visuel aussi pour montrer, juste un peu plus haut, un des repères, les valeurs, parce que dans le fond, les valeurs, c'est un des repères. C'était très, très important et prédominant à ECR, mais là, ça devient juste un parmi d'autres repères. Ça prend, pas que ça prend moins de place, mais c'est un repère parmi d'autres. Mais en même temps, on voulait aider les élèves à, quand ils ont des points de vue, puis il faut qu'ils assoient ça sur un repère, puis ils disent, c'est assis sur une valeur, tu sais, c'est basé sur une valeur, le fondement que je vais dire. Oui, mais encore, laquelle? Fait que là, évidemment, c'est pas une liste exhaustive. On voit bien, on a fait une version primaire, parce que je sais qu'il y a des gens primaires ici aujourd'hui. On a fait une version primaire, mais
le fait d'avoir des petites images puis des mots, ça l'aide l'élève à mettre en pratique ce sur quoi on veut qu'il travaille. Alors, les autres, on ne passera pas à travers tous les outils complémentaires parce que ça va être un peu long, puis surtout que le ministère nous a donné des affiches avec des pictos aussi sur les erreurs de raisonnement, puis les types de jugement, puis etc. Tu sais, ils se trouvent dans le document, puis il y en a d'autres que j'ai mis en affiche ici en avant. À un moment donné, vous pouvez venir voir. Alors, on va retourner dans le Canva pour reprendre la page orange, Éric, avec le gros A, le gros B. Puis là, on va rentrer dans les tâches. Parce que ma première partie, je veux vous amener à l'évaluation de ce travail-là. Puis, dans les mises en situation, on va faire des liens avec ce qu'on est en train de voir ici. Ouais. Ouvre-le, s'il te plaît. En fait, tu l'avais déjà ouvert tantôt, mais non. Reviens au Canva. Ouais, cela va à la page suivante. Voilà. Merci. Alors, tantôt, quand on regardait les composantes, on disait dégager la dimension éthique d'une situation. Alors, quand on veut faire décrire à l'élève la situation, on peut faire de façon similaire au français, c'est-à-dire inscris ce que tu connais à propos de la situation que je te présente. Donc, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, où ça se passe, c'est qui est impliqué, etc. Fait que c'est la partie A qui correspond dans le fond, à la composante décrire la dimension éthique, mais décrire la situation. Il y a un A. Mobiliser des informations, des concepts pertinents, mais évidemment, quand dans cette description, il peut très bien utiliser des concepts qui sont mis en place dans la mise en situation. Mettons le care ou l'altruisme, ça veut dire quoi? Bon, ça se peut qu'ils l'utilisent parce que là, ils vont parler du pourquoi il va mettre de l'avant l'altruisme dans une mise en situation, par exemple. Puis ensuite, on va aller voir dans la situation, est-ce qu'il est nommé explicitement des tensions? On a vu tantôt, pour arriver à une question éthique, il fallait qu'il y ait des tensions entre des valeurs, normes, ou bien des ressentis, des expériences, etc. Fait que là, avec la feuille que je vous ai montrée tantôt dans comment formuler une question éthique, quand je dis, OK, va chercher les tensions quand ça, bien, ça lui donne des indices de où aller chercher. Ah, est-ce que c'est une tension entre une valeur puis une expérience? Est-ce que c'est une tension entre une norme et un ressenti? Fait que là, il va pouvoir aller inscrire dans cette composante-là à développer, c'est relever des tensions présentes dans cette situation. Alors, en fait, c'est comme si je suis partie des composantes, puis je me suis dit, pour qu'un élève puisse me suivre, là, quand j'y lance ça, là, relève les tensions dans la situation. Mais c'est comme je me dis, OK, ça va y prendre quoi là, comme outil pour être à bien de mettre ça en place. Alors, c'est un peu l'idée derrière tout ça. Et puis là, il va pouvoir l'inscrire dans la deuxième partie de B. Je vais essayer d'utiliser ça, moi, ici. Là. Puis là, parfois, au lieu que moi, je lui donne une question éthique que je vais aller écrire en haut, puis que je vais lui proposer, mobiliser des concepts, il va les inscrire, mais je peux aussi lui demander de formuler une question éthique, que lui m'en propose une au lieu que moi, je lui en propose une. Alors, on a le choix. Ou bien, on peut lui donner la question parce qu'on veut travailler autre chose, ou bien je dis, OK, à partir des éléments que tu viens de voir, la description de la mise en situation, les tensions que tu as relevées, es-tu en mesure de me créer ou de formuler une question éthique? Fait que là, je retourne au document tantôt que je vous ai présenté, c'est-à-dire comment formuler une question éthique. Ils vont travailler à partir de là. Évidemment, j'en modélise quelques-unes questions pour que l'élève puisse bien partir sa démarche de réflexion éthique, puis on part. Est-ce que ça va jusque-là? Question éthique ou pas? Pour l'instant, ça va? OK. On va continuer. On continue sur le même document. On devrait arriver à C. Alors, on dit examiner une diversité de points de vue. Bon, là, on a une question. On l'a bien décrit la situation dans laquelle ça s'inscrit. Et puis, on a notre question, puis on a les tensions. Puis là, on va aller voir qui dit quoi là-dessus.
on peut partir justement de son point de vue initial, de l'élève. Qu'est-ce qu'il pense de ça, lui, cette question-là? S'il avait à répondre, il dirait quoi? Comment il se positionne? Est-ce qu'il parle justement des opinions ou de ce qu'il a entendu déjà sur le sujet? Ou est-ce qu'il y a eu justement une conversation sur le sujet il n'y a pas longtemps, fait que là, il peut inscrire des trucs. Puis après qu'il a écrit son point de vue, on va dire, tu t'appuies sur quoi pour dire ça? C'est quoi ton repère? Est-ce que c'est une valeur? Est-ce que, là, on retourne dans la feuille de repère de l'arbre des repères. Est-ce que c'est une expérience? Est-ce que c'est un fait historique? Est-ce que tu as vu ça en histoire avant? Alors là, il est capable d'asseoir le point de vue sur un repère. Donc, quand je lui demande la tâche d'écrire ton point de vue puis identifier un repère qui est lié à ton point de vue initial, bien, avec l'arbre de repère, ça va l'aider à faire ce travail-là. C'est un peu comme ça que ça a été pensé. Puis, en bas de page, ici, là j'ai écrit l'arbre des repères, mais dans le sens les grands types de repères. Pour qu'il puisse encore là s'inspirer, puis il va peut-être, s'il dit valeur, ben moi, ça se peut qu'à un moment donné, j'accepte valeur dans mes travaux, puis à un moment donné, un peu plus tard, après l'avoir explicité, ça se peut que j'ai demandé, oui, mais laquelle? Puis c'est pas, tu sais, dans le fond, c'est pas tant grave, c'est laquelle, en autant que ce soit justifié. Moi, j'ai le goût de dire ça parce que des fois, on dit valeur familiale, l'autre va dire communication, mais c'est bon, les deux, ça se vaut là, selon le contexte et la mise en situation. Ensuite, on va aller à D. Là, selon le travail qu'on va lui donner, selon les textes qu'on va lui offrir, selon le dialogue qu'on peut mettre en place, bien là, on va aller chercher d'autres points de vue. Donc, si on est en posture de dialogue, un peu comme l'approche philo, on va aller chercher d'autres points de vue, des gens qui nous entourent, on va peut-être avoir des observateurs ou pas, ou bien c'est des textes qu'on va donner aux élèves pour qu'ils aillent chercher d'autres points de vue que le sien. Puis, en tant qu'enseignant, parfois, on va lui donner des textes qui, justement, vont l'alimenter au-delà de l'opinion du commun, parce qu'on veut qu'il voit un autre angle. Et puis, selon la consigne de l'enseignant ou selon l'enseignement que vous avez fait, il y a des erreurs de raisonnement. Alors là, on peut aller demander à travers de ce que tu vois comme point de vue, est-ce que tu es capable de, évidemment, l'avoir enseigné avant, c'est quoi les erreurs de raisonnement, de le mettre de l'avant. Puis, en haut ici, c'est qu'on réécrit la question éthique pour que les points de vue qu'on aille chercher, c'est toujours en lien avec le sujet ou la question qu'on pose, parce qu'on ne veut pas que ça s'en aille dans toutes les directions. L'autre page, c'est comme la suite. C'est-à-dire, si on veut, au lieu de 2 points de vue, si on commence avec des élèves, dépendamment du bagage qu'ils ont reçu cette année, ben, on peut demander plus de points de vue ou moins. Est-ce qu'ils sont en secondaire 1 ou ils sont en secondaire 5? Fait qu'on adapte un peu le travail aussi de ce côté-là. Puis après cette démarche-là, on va dire ça comme ça, on pourrait, puis comme je l'ai dit, ça pourrait être de façon détachée. Je peux travailler juste les questions éthiques, je peux travailler juste les repères, puis là, dans celui-ci, je vais travailler, comparer des repères. Qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent dans les repères? Puis des fois, le repère est le même, puis il faut décrire le contexte. Je vous donne un exemple. L'éducation à la sexualité, puis c'est une vraie situation. Dans une école où j'étais en train de présenter à des enseignants, la direction qui était présente a dit « Excuse-moi, il faut que je quitte, il faut que j'aille rencontrer un parent. Ça concerne l'éducation à la sexualité. » Ils ne sont pas d'accord de la façon que c'est présenté dans le programme CCQ. Et tant pour le parent que pour la direction, ils basaient leur jugement sur la place de l'éducation à la sexualité dans la vie des jeunes. C'est important pour les deux. Mais vous comprendrez que le contexte de la direction a présenté ça aux parents et le parent, son contexte à ce parent-là venant d'une culture X, était complètement différent. Mais le repère sur l'éducation à la vie sexuelle ou l'importance de ça était le même. Tu sais, le repère peut être le même, mais les contextes vont différents. C'est un peu ça que je veux exprimer par là. Puis c'est pour ça qu'au fil du temps, au progrès de l'élève, on va lui demander, OK, tu as trouvé le repère, tu es en mesure de le nommer. Maintenant, est-ce que
tu es capable de me donner le contexte qui fait que c'est similaire ou différent, ce sur quoi, tu sais, pourquoi qu'il y a une tension? S'il y a une tension, c'est parce que de toute évidence, les repères, soit qui sont différents, ou s'ils sont les mêmes, c'est les contextes qui sont différents. Puis on peut évaluer aussi les raisonnements de présence. Si on continue. Maintenant, une fois qu'on a identifié les points de vue, qu'on a regardé les repères, qu'on les a contextualisés, là, on va avoir une réponse à la question. Qu'est-ce que je vais privilégier? Fait que là, on va dire, OK, tu as une réponse X que tu dis à ça, selon ce que j'ai regardé, moi, je pense qu'on devrait faire ça. Et puis là, on va dire, OK, tu veux faire ça, mais c'est quoi les effets que ça va avoir sur la personne? Puis des fois, c'est pas nécessairement, oh, t'es rendu trop loin, reviens un peu en arrière, c'est F1, cher Éric, merci. F1, en fait, c'est plus loin, ouais. C'est, ah, non, va l'autre côté, ouais. Ouais, là, merci. Alors, est-ce que ça va être quoi l'effet sur la personne qui va mettre ça de l'avant? Ou bien sur les autres? Ou bien sur les relations? Mettons, c'est les enfants avec les parents ou les enfants puis les enseignants. Donc, c'est quoi? Puis des fois, c'est pas toutes les cases qu'il faut qu'ils soient remplies. Parce qu'on veut aller chercher une réponse, mais on veut voir c'est quoi l'effet que ça va avoir sur les gens qui vont être impliqués. Mais ça peut être juste sur les gens impliqués sans nécessairement aller jusqu'à la société. Ça peut être juste des effets sur soi, on se questionne sur quelque chose, puis ce qui serait préférable de faire, puis là, on va voir les effets sur ce que ça peut donner sur la personne et elle-même, et l'autre. On va aller après F1, F2, c'est si on en veut juste plus. C'est juste dépendamment si la personne est en secondaire 1 ou autre. Puis ensuite, maintenant qu'il a établi son point de vue, qu'il a travaillé les repères, qu'il les a contextualisés, qu'il a choisi une réponse qui semble pour lui le plus valide, là, il va aller la détailler, l'exprimer, la justifier. Puis, on peut utiliser un autre élément des outils complémentaires, c'est les moyens que tu peux utiliser pour justifier ta réponse. Donc, ça peut être des exemples, des contre-exemples, des analogies. Et quand j'ai retravaillé ce bout-là avec les gens de l'évaluation puis du ministère aussi, ils me disaient qu'au début, j'avais dit, fais un choix parmi ceux-là. Mais c'est comme si j'imposais aux élèves d'en faire un, alors que, tu sais, dans sa justification, il faut aussi le laisser explorer des avenues sans nécessairement que j'en pointe quelques-uns. Tu sais, mettons, je pourrais dire, ben, je veux que tu répondes, justifie ta réponse en lien avec serait-il souhaitable de porter des masques tout le temps de nos jours? Je ne sais pas où je vous lance quelque chose de mal. Ben là, si j'ai travaillé sur donner des exemples pour l'approche philo tantôt que j'étais dans cet atelier-là, ben là, je vais pouvoir dire peut-être dans tes réponses, je veux un exemple ou je veux un contre-exemple. Ou bien justifie ta raison en formulant, en résumant les points de vue que tu as vus auparavant. Fait que, dépendamment de ce que je vais demander à l'élève, bien évidemment, c'est basé sur ce qu'on va avoir travaillé auparavant. Puis une chose qui est très importante, qui a changé aussi dans on va dire la consigne à l'élève, c'est à la suite de ta démarche de réflexion éthique, j'avais écrit auparavant « Élabore ton point de vue final sur la question éthique à l'étude », en justifiant ta réponse. Puis là, en jasant avec les autres personnes, les CP, puis aussi des gens du ministère, vous connaissez la loi 25 sur dépersonnaliser. Tu sais, c'est pas nécessairement mon point de vue. Je veux pas savoir le point de vue de l'élève nécessairement. Alors là, on dit, ben, à la suite de cette démarche de réflexion-là, ben, élabore un point de vue à la lumière de ce que tu as, tenu compte de différents points de vue que tu auras étudiés et puis que tu les auras basés sur différents repères aussi. Alors là, la façon de le justifier, c'est selon des critères tels que les repères qu'il va avoir considérés et privilégiés, selon les contextes et les effets. Je pourrais lui demander, je veux juste que tu me bases ta justification à partir des repères que tu as sélectionnés et contextualisés. Je pourrais lui dire aussi, bien, on a travaillé les effets aussi, fait que rajoute-moi ta justification. Pourquoi tu choisis ça en considérant l'effet sur les autres aussi?
Fait que là, c'est comme si tout ça se tricote bien. Tiens, j'ai le goût de dire ça comme ça, je pense à ma grand-mère. Donc, se tricote bien, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qu'on va aller prendre selon l'enseignement qu'on va avoir fait, puis on peut donc utiliser toutes ces composantes-là ou une partie pour faire travailler à la démarche de la réflexion éthique. Puis, à la fin, c'est si jamais on fait un dialogue sur la situation, là, c'est si tu avances un peu, Éric, ouais, ça va être H. Là, on a comme un genre d'auto-évaluation durant le dialogue. Est-ce que j'ai respecté les règles de l'interaction? Évidemment, il faut les donner avant. J'ai tenu compte des points de vue, des ressentis, mieux de questions. J'ai répondu au mieux aux questions des autres, etc. Puis là, on revient encore. Est-ce que dans ma façon de répondre ou de amener mon point de vue à ma justification, j'ai utilisé des exemples, des définitions? Est-ce que j'ai reformulé? Est-ce que j'ai nuancé? Alors, ça nous permet de garder des traces. Puis là, ce que vous attendez avec enthousiasme, c'est l'évaluation de tout ça. Oui, mais encore. J'ai des traces. Là, on va sauter, on va aller à pas la prochaine, l'autre après. Oui, bien sûr, cher, vas-y. Oui. En fait, c'est pas nécessairement, puis je vais te passer la parole si tu veux bien aussi, mais c'est pas, en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas nécessairement mon point de vue que je vais aller écrire. Je vais donner un autre exemple, OK? Récemment, depuis 18 ans, on fait un championnat des débats chez nous, au centre de service scolaire, pour les quatrièmes secondaires. Et puis là, pour jouer le jeu de l'Assemblée nationale, on donne le rôle, une fois tu vas être du côté du gouvernement, puis une autre fois tu vas être du côté de l'opposition. Mais c'est pas ton opinion, c'est les recherches que tu vas mettre de l'avant pour émettre des points de vue du rôle que tu vas jouer dans mettons, du côté du gouvernement versus du côté de l'opposition. Alors, ça devient un point de vue, dans ce cas-là, oui, selon ta position, mais selon la démarche réflexive, ça va devenir un point de vue plus nuancé. Si tu prends ton point de vue initial, genre sur la question, est-ce qu'on devrait mettre des masques maintenant dans notre quotidien, là, tout le monde? Ben, tu sais, tu vas avoir un point de vue initial, tu vas l'écrire, mais avec ce que tu vas avoir reçu comme information de d'autres points de vue, soit des textes ou des propos des autres, mais là, tu vas nuancer, puis c'est cette nuance-là qu'on veut aller voir, mais c'est surtout aussi sur la justification. Donc, c'est quoi le repère? Comment tu l'as contextualisé? Est-ce que tu as considéré les effets que ça aurait sur toi ou la société ou tout ça? Mais vas-y. As-tu besoin du micro? Oui, c'est suivant ailleurs. C'est que oui, ça peut être dans le fond, ce que tu t'en vas dire, c'est un peu le point de vue personnel de l'élève. Oui. Et que l'élève pourrait rester même sur sa proposition initiale, mais il va être capable de justifier pourquoi. Donc oui, ça peut être son point de vue, puis même qu'il n'aurait pas changé, mais il va devoir justifier à la lumière des autres points de vue puis de ce qu'il va avoir fait. Donc il n'est pas allé, c'est pas de dire voici, tu as vu des points de vue, tu peux en choisir un là-dedans ou faire un amalgame. Tu peux avoir le tien aussi, tu peux avoir une situation champ gauche. Ben, en tout cas, vous me le dites, là, mais sauf que pour la situation qui nous occupe, ça peut être personnel. Mais c'est juste, ça sort pas, c'est pas juste une évidence qui va lui-même dire on devrait faire ça, basé sur quoi je te le dis pas, considérant des quoi je te le dis pas, non. C'était comme ça en ECR? Ben, en tout cas, vous me le dites, là, moi, j'étais pas en ECR. Okay. Je suis venu avec le bébé, mais sauf que c'est juste quelque chose à considérer. Donc, c'est une belle nuance à apporter. Donc, c'est pas parce que je l'ai lu aussi en ligne, là, il y a des gens qui se disaient ah, ça peut pas être le point de vue de l'élève, il faut que ça vienne de ce qu'on lui a montré. Non. Ça peut être encore son point de vue personnel. Oui, en autant qu'il est appuyé
ou qui a considéré les autres points de vue qui ont été présents. mais moi, je faisais déjà ça en un salaire. Tant mieux. Ce qu'on veut pas, c'est juste, et voilà, on devrait faire ça, fin. OK? Il faut vraiment aller plus loin. Puis il y a une démarche, la démarche réflexive qui nous intéresse là-dedans. Pas d'être capable de nommer les repères. Tu sais, comme tu as dit tantôt, tu as dit, ben, tu sais, lui, il trouve c'est familial, l'autre trouve ça. C'est pas ça, c'est voici sur quoi ça se base. Puis après ça, pourquoi tu dis ça? Pourquoi on devrait aller là? Pourquoi cette personne-là trouve qu'on devrait faire ça? Ça se base sur quoi? Donc, c'est comme si oui, je te donne la parole après. C'est comme si on se base, le premier réflexe, c'est peut-être une opinion de culture première. Tu sais, je vais l'associer à CCQ. Pas nécessairement, mais ça pourrait être. Oui, c'est ça. Moi, pas assez informé, puis c'est ça que j'apportais comme peut-être nuance, que si c'est son point de vue, mais à la lumière, tu sais, parce que je vais l'avoir eu, son point de vue initial, puis dans le fond, vous allez voir, le point de vue initial n'est pas évalué. Je vais l'expliquer dans quelques minutes pourquoi, mais c'est le point de vue nuancé qui nous intéresse. Parce que même si ils gardent le même point de vue, tu sais, comme je dis tantôt, mais tout le monde n'était pas à l'atelier que j'ai fait sur la philo, mais on avait une proposition de question, puis là, on a fait de la philo, on a discuté, etc. On a passé par certains critères, là, au lieu de repères puis de contexte, etc. Puis là, après, à la fin, il dit, est-ce qu'il y en a qui ont changé d'idée? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas changé d'idée? Mais dans le fond, c'est pas tant si tu as changé d'idée ou que tu n'as pas changé d'idée, c'est sur quoi tu t'es appuyé pour garder ton idée, puis là, ça va être explicite ou pas. Mais allez-y, madame. Moi, je voulais ajouter, comme j'ai fait un projet dans ce sens-là, sur les actualités et les types de raisonnement. Alors, ce que je demande aux élèves, c'est d'approfondir leur pensée critique en donnant leur opinion avec un regard sur plusieurs perspectives. Donc, pas seulement leur point de vue, ils vont aller regarder d'autres aspects pour développer leur pensée critique. Je ne sais pas si c'est bon, mais c'est comme ça qu'ils ont essayé de voir d'autres éléments, d'autres perspectives, pas seulement leur opinion aussi, mais de voir sous plusieurs angles le sujet. Alors, c'est comme ça que j'avais demandé de donner leur point de vue. Merci. Puis aussi, je sais que c'est un peu... puis là, je ne sais pas, la diapo, elle a sauté, mais il y a une diapo que le ministère avait bien étoffée, puis je vais peut-être juste vous la montrer comme ça. Vous allez dire, ah oui, je me rappelle de ça. C'est qu'il y avait une différence, justement, entre signification dans la C1, tu sais, perspective qui vient avec des significations d'un groupe, qu'est-ce que ça signifie pour eux, telle chose. Puis quand on est dans une réflexion éthique, on va aller voir les points de vue de ce qu'ils en pensent, les idées qu'ils vont mettre de l'avant pour prendre action, qui se basent sur différents repères. Là, je vais vous amener à cette feuille d'évaluation où tantôt je nommais des lettres, la lettre A, B, C, D, etc. Puis là, je suis allée dans mes composantes, je suis allée inscrire les mêmes lettres. Les tâches que j'ai données, je suis allée les associer aux composantes qui étaient ciblées dans ce qu'on a donné comme tâche. Donc, la première tâche A, ben ça dégage, ça se positionne dans dégager. Je vais essayer de le lire ici, ça va être plus facile. Dégager la dimension éthique, décrire une situation. Ça, c'était le A. On avait ça. En B, on avait relevé des tensions en présence, formulation de questions éthiques. Si vous vous rappelez, là, qui était en jaune, là. Puis là, on va dire, ben, OK, à partir de mes composantes, maintenant, j'ai des évaluations à faire avec ça. Donc, je vais aller dans le A et le B. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les parties de tâches que j'ai données, puis j'ai dit, OK, comment je peux aller mettre ça en association, en lien avec ce qu'on me demande d'évaluer? Alors, si je regarde description claire et ou cohérente et suffisante de la situation, c'est dans la tâche A que je demandais ça. Dans la tâche B, quand je demande relever des tensions en présence, formuler des questions éthiques, on est dans une identification juste des éléments éthiques de la situation parce que je demande qu'est-ce qui est en tension. Puis questionnement éthique, clair ou pertinent au regard de la situation. Évidemment, si je l'ai donné la question ou je l'ai fait faire, bien là, on peut aller aussi garder des traces pour l'évaluation à ce niveau-là. Là, il y a des endroits où il n'y a pas de lettres. Il y a des cercles roses avec des petites étoiles jaunes. Parce que, dans le fond, quand on a
la maîtrise des connaissances, on peut aller chercher des éléments liés soit au concept qu'on a vu, comme, ou bien aux éléments complémentaires au développement de la compétence. Comme par exemple, si je demande... est-ce que j'en ai un qui me vient? Bon, un beau moment de silence, mais il n'y a rien qui est venu. Je vais aller plutôt à vous parler là où il y a beaucoup de lettres. Le développement du point de vue. Alors, le développement du point de vue, quand on dit expression d'un point de vue réfléchi, quand on regarde la précision. Hop, là, je vais peut-être vous le montrer ici, comme ça. C'est expression d'un point de vue réfléchi. C'est ça qu'on se parlait tantôt. C'est pas de son point de vue réfléchi, c'est d'un point de vue réfléchi, mais à partir des éléments. Mais peut-être que tu le faisais déjà, tu comprends? Tu étais déjà rendu en CCQ puis tu ne sais pas. En fait, on peut dire ça, mais on peut dire que aussi réfléchir sur une question éthique entre ECR et CCQ, il y a eu des petites nuances, mais tu sais, forcément, c'est la même chose. Alors ici, il y a plusieurs lettres, parce que si je présente des idées claires au regard du questionnement éthique et du dialogue, ben nécessairement, je vais aller piger dans la dimension éthique d'une situation, donc le A et B. Je vais aller chercher des éléments en D, en C et D, qui est considéré des points de vue des expériences. Je vais aller en E parce que je vais contextualiser les repères. Alors, pour arriver à faire le critère 3, développement d'un point de vue plus réfléchi ou nuancé ou étayé, bien, je vais aller nécessairement aller dans mes cadrans parce que là, je suis en train d'exprimer le développement de la compétence. On va passer au diaporama. Je ne sais pas si Éric, tu as encore ça. Oui, ça c'est bon. Ça, on vient de le dire. La page suivante, s'il te plaît. Bon, à partir de ça, je sais que Café 14, en lien aussi avec le ministère, ont travaillé sur des belles grilles que vous avez probablement reçues là, par la trousse d'évaluation. Mais les grilles qui étaient là, on voyait les critères d'évaluation, mais c'était comme pour un élève. Je me dis, ben voyons, il n'y a pas un prof qui va faire ça pour un élève, là. Au secondaire, au nombre d'élèves qu'ils ont, ils ne feront pas tout ça de photocopie, c'est impossible. Là. Fait que là, je suis allée faire une grille de groupe. Sauf que la grille de groupe, une fois que vous allez la voir de façon virtuelle, c'est que tu enlèves des éléments que tu ne vas pas évaluer. Parce que tu ne vas pas toujours évaluer tout ça, c'est trop. Puis de toute façon, il faut bien commencer à quelque part aussi, soi-même dans l'enseignement, mais aussi dans l'évaluation de tout ça. Alors, tu vas pouvoir enlever des éléments de ta grille en gardant tes noms. Puis là, il y a un menu déroulant. Et puis, le petit menu déroulant, c'est plus ou moins, moins. On n'a pas mis de notes, mais je vais vous présenter d'autres choses qui s'en viennent par rapport à l'évaluation. Parce qu'au début, je dis, ben, tu sais, on n'a pas fait tant de CCQ que ça. C'est vrai qu'on a fait ECR avant, puis réfléchir sur des questions éthiques, c'était là. Mais tu sais, de passer de plus, moins. Tu sais, avant de déterminer tout ça dans nos élèves avec toutes les nouvelles nuances, je veux dire, faut essayer de pratiquer un peu selon moi. Mais si vous êtes à l'aise, allez-y, je vais vous présenter le document par la suite. Ah oui, dans cette grille-là, il est écrit, parce qu'au début, le ministère, quand il nous a présenté sa grille générique, ils avaient mis des qualificatifs. Je vous donne un exemple. Description de la situation éthique claire et ou cohérente et ou suffisante. Fait que là, je me dis, ben oui, mais tu sais, on a toute une gang au Québec, là, tu sais, clair, cohérent, suffisant, on pense toute la même affaire, nous autres, là. Fait que là, comme je n'étais pas sûre moi-même, fait que j'ai dit, ben gars, je vais faire un petit lexique. Fait que tu peux aller aux prochaines diapos. Éric, merci. Alors là, j'ai fait un lexique. Je suis allée chercher tous les mots qu'il y avait dans la grille générique que le ministère nous a proposés. Puis là, Martin, tu vas aimer ça. C'est des concepts, des qualificatifs. Puis là, je suis allée les écrire. Puis quand tu cliques sur un, si tu passes à la diapo, ben pas la diapo, mais je pense que tu vas aller à l'autre page de ce document-là.
Es-tu capable d'aller à l'autre page de ce document-là? Je sais pas. Oh non, c'est pas ça. Reviens en arrière. On est rendu trop loin. En tout cas, c'est pas grave. Quand c'est marqué adéquat, alors là, je suis allée, puis j'ai demandé au responsable d'évaluation, Simon Mathias Poulain, pour ceux qui le connaissent, j'ai dit, ben là, j'ai trouvé une définition, puis il me dit, ben tu peux utiliser un dictionnaire. Tu sais, ben oui, OK. Fait que je suis allée mettre la définition, comme par exemple adéquat, approprié, c'est un niveau de satisfaction B, adéquat qui correspond parfaitement à son objet, qui est conforme à ce qui est attendu, approprié qui convient selon l'usage voulu. Ça, c'est la définition. Après ça, je me dis, ben oui, mais je vais mettre des questions pour le prof. Tu sais, est-ce que c'est adéquat? Donc, est-ce que le travail ou la réponse est conforme aux consignes demandées? C'est assez simple. Oui, non, c'est bon. Puis là, je donne un exemple aussi. Fait qu'à chaque qualificatif, j'ai passé par la définition, certaines questions à se poser, puis des exemples. Une réponse adéquate à la question posée, idée adéquate, représentation complète et fidèle de quelque chose, cause adéquate dont on peut percevoir l'effet clairement et distinctement par elle-même. C'est comme si ça nous aidait à déterminer les qualificatifs qui allaient avec les descriptions dans la grille. Puis, à un moment donné, en force de discuter, puis on avance aussi dans tous ces documents de travail-là, on s'aperçoit que finalement, les grilles n'ont plus de qualificatifs. C'est à vous de les mettre de l'avant. Fait que c'est un choix, parce qu'on peut prendre des critères d'évaluation, rajouter des quantités. Je veux 3 questions éthiques avec les mises en situation que je vous donne. Ou bien tu peux dire, je veux une question éthique qui est cohérente avec le sujet d'étude. Donc là, c'est à vous d'utiliser les quantités ou qualités selon ce que vous voulez mettre de l'avant pour l'évaluation. On va passer à la prochaine diapo, Eric, merci. Bon, là, il y a plus, moins, tout ça, puis les profs me disaient, oui, mais là, c'est un peu mélangé, là, cette affaire-là. Alors, on a réfléchi à une façon visuelle d'exprimer ça qui pourrait aider à l'explication. Oups, je n'ai plus ma feuille. Anyway. Alors, on est parti comme le AA, là, le A++, là, parce qu'il y a le A+, puis il y a le A++. Mais le plus, c'est comme presque un cercle. C'est comme la réponse au-delà des exigences, évidemment, du seuil minimal. Et puis, c'est presque, je dirais, comme un cercle parfait. On voit que dans la forme géométrique, tu sais, on est presque, c'est fluide, là. On est presque dans le cercle parfait. Alors, quand on va à B, là, on voit qu'il y a plus d'angles un peu dans ce qu'on propose. Puis, en dessous, c'est écrit le travail B+, ou plus, parce que si on fait des plus ou moins plus, après ça, on va les ramasser dans les lettres, puis je vais vous présenter un autre document après. Là, c'est le travail est adéquat, les éléments essentiels. Le travail est adéquat, conforme aux attentes pour le B. Le C, qui est notre seuil de réussite, plus ou moins. Les éléments essentiels, le minimum auquel on s'attend. Donc, idéalement, dans le meilleur des mondes, quand on donne un travail, on pourrait se dire, OK, moi, le minimum que je m'attends, c'est ça. Puis après ça, ça va vers le plus, ou bien vers, tu sais, il n'y a pas de travail remis. Est-ce que quelqu'un, tu sais, il y a quelqu'un qui a beaucoup de besoin d'aide, là, avec le E ou C, justement, il y a beaucoup d'accompagnement à faire pour ce travail-là. La prochaine, s'il te plaît. Là, un coup qu'on a fait des plus, des A, des B, oui, mais au bulletin, Paul, c'est des pourcentages. Fait qu'on dit, OK, il faut démêler tout ça. Alors là, je suis allée, en fait, c'est un document que j'ai travaillé en éducation physique, mais j'ai fait la correspondance avec Simon Mathias Poulain sur garder les mêmes principes, mais l'utiliser en CCQ. Et puis, il y a des documents qui sont en train de se préparer là, en lien avec tout ça. Ça va venir. Mais il y a aussi, ce qu'il faut penser, c'est qu'il fut un temps dans l'évaluation, on nous demandait, dans certaines écoles, selon vos normes et modalités, d'utiliser les écarts. Donc, admettons que tu donnes un A+, ben ça va être entre 95 cents. Dans d'autres écoles, ça peut être entre 96 cents. Dans d'autres écoles, ils ne vont jamais au 100. C'est entre 95 et 98. Fait que ça, c'est les écarts. Il faut demander à votre norme et modalité d'école, mais probablement que vous le savez déjà. Et puis, à d'autres, c'est le contraire. C'est une valeur qu'on appelle la médiane.
Ils disent, ben, si tu corresponds à un A+, la médiane, tu peux jamais donner plus que, mettons, pour un A, ça va être 92. Mais ça, quand on arrive dans une école, ben, on n'a pas nécessairement la même culture qu'il y avait dans l'école à côté parce que c'est des décisions d'école. Donc, il faut poser les questions à ce niveau-là. Puis là, on est allé avec les échelles de niveau de compétences, donc compétences marquées, assurées, acceptables, etc. Puis là, on a aussi ajouté le niveau d'aide à l'élève, selon ce qu'on met de l'avant pour lui faire intégrer une partie du travail qu'on va lui avoir demandé, que ce soit d'identifier les repères, les contextualiser, la formulation d'une question éthique, etc. Alors, on regarde le pourcentage de tâches, parce que c'est, dans le fond, le pourcentage de tâches qu'on a donné pour un bulletin. Donc, combien de tâches que j'ai eues qui me permet d'avoir une photo, une meilleure photo de où est-ce que l'élève se situe quand on est rendu à la fin de ce parcours-là. Puis, il y a une petite description qui peut aider. Il y a des gens qui prennent leur plus ou moins, qui le traduisent en lettres. Après ça, ou bien ils ne traduisent pas en lettres, qui vont directement en pourcentage, puis ils vérifient. Tu sais, ils pensent à l'élève, ils repassent la description, puis ils disent, oui, je suis à la bonne place pour cet élève-là. Il y en a pour qui ça aide. Je voulais vous présenter. L'autre diapo. À mon centre de service scolaire, au mois de décembre dernier, on a dit, bon, le cours de CA, c'est fini, mais dans JPI ou Mosaïque, ou je ne sais pas ce que vous avez, pour rendre compte des notes, il faut écrire des commentaires, ou le prof a la possibilité d'écrire des commentaires. Mettons que vous avez, selon la loi de l'instruction publique, pas donné de note au premier bulletin, mettons que vous êtes au premier cycle, mais vous pouvez mettre un commentaire. Oui, mais les commentaires, c'était ECR, il faut tous les changer. Alors, j'ai travaillé sur une feuille de commentaires qui vous pourrez avoir accès, puis vous pourrez les retravailler à la lumière de ce que vous faites, puis ce que vous voulez mettre de l'avant aussi. Alors, évidemment, c'est force et défi chez nous que ça fonctionne. Et puis, si on regarde la C2, parce qu'on vient de se parler de ça, comme par exemple, l'élève décrit clairement la situation. Vous vous rappelez l'exercice de A tantôt, mais tu sais, ça fait tout du sens avec ce qu'on a demandé à l'élève comme consigne. Le défi, ce serait d'écrire la situation de manière claire, cohérente et suffisante. Là, je vais utiliser mes adjectifs. Alors, on peut voir qu'avec mettons que vous êtes absent, mais vous demandez à quelqu'un de faire des commentaires, même s'il n'y avait pas de note au premier bulletin, etc. Par les commentaires, vous pouvez voir ce qui a été travaillé, en fait. Puis aussi, où est-ce que l'élève se situe, puis le parent pourrait en être informé aussi. Avant d'aller aux mises en situation, est-ce qu'il y a des questions, questionnements, propositions d'amélioration de ce que je vous ai, que vous avez peut-être vécu dans vos centres de services, qui pourraient être comme intéressant, différent, nuancé? Oui, c'est correct. Mm-hmm. Ben, moi, je suis allée avec ce que le programme nous offrait. Mais ce que j'aime dans ta question, c'est qu'on est à une première année d'implantation. L'année prochaine, on commence notre deuxième. Tu prends la vitesse que tu veux. Tu sais, comme je disais tantôt, il y a des gens qui sont en secondaire 1 versus secondaire 5. Je te présente la même feuille pour tout le monde. Fait que, tu sais, tu peux y aller en gradation. Puis, à un moment donné, tu en intègres un autre parce que là, on voit que, mettons, le concept, comme tu dis, de valeur ou historique ou peu importe, est plus, OK, il est intégré dans différents contextes. Tu vois qu'ils ont bien compris ce repère-là. Puis là, tu leur envoies un texte qui va peut-être faire émerger un repère technique que là, il avait peut-être pas vu. Fait que là, tu le mets de l'avant. Fait que c'est vraiment, évidemment, à la vitesse que vous êtes confortable d'avancer aussi. Puis, en tout cas, j'ai entendu souvent Hélène Charon dire, puis j'espère que je ne dénature pas ses propos, mais on y va à petits pas.
on s'approprie graduellement tout ça, puis on le met en place avec nos élèves. Puis je pense que c'est ça qui va faire la richesse au fil des années là aussi. Nous, de l'intégrer, ce programme-là, mais aussi le mettre en lien avec les élèves. On va aller à la mise en situation. Ouais, là, tu vas être capable d'ouvrir ça. Va la suivante, voir. Ouais, je pense que c'est la suivante. Dans les mises en situation qu'on vous a fait, c'est un cahier numérique. La première onglet, c'est les précisions pédagogiques. Encore là, on veut que ce soit comme autoportant. Et que la précision pédagogique qui a été donnée en quelques paragraphes va mettre un peu le contexte, puis après ça, on va rentrer dans les différentes mises en situation. Puis je voulais, en tout cas, on va voir là, mais je voulais vous mettre en petits groupes pour essayer de voir si on ne pouvait pas utiliser ce qu'on a vu comme outil complémentaire, puis l'ajouter dans certaines mises en situation qu'on a mis de l'avant. En fait, les mises en situation sont parties au début de l'année, quand le ministère avait fait quelques mises en situation comme une entrée de jeu avec la réflexion éthique. Et puis, la première version de ça, quand on l'a révisé pour l'atelier ici, c'était loin d'être ce que c'est maintenant, parce qu'on avait fait du chemin au niveau de notre compréhension, de l'intégration aussi, tout ça. Ça, c'est la 5e version, mais l'année prochaine, vous allez peut-être en proposer d'autres versions vous-même. Là. Alors, voici. Je pense que je vais faire ça. Alors, comme les réalités culturelles peuvent être envisagées sous plusieurs angles, ces courtes mises en situation mettent en évidence certains faits afin d'acquérir les concepts qui leur sont associés. Cependant, il faudrait probablement une variété de contextes permettant l'acquisition et l'intégration des concepts obligatoires du programme. Je parlais d'altruisme ou de bienveillance. Tu sais, si je présente une mise en situation qui est courte, puis on en parle une fois, je ne suis pas sûre qu'ils vont avoir compris ce que ça veut dire. Donc, plusieurs contextes avec les mêmes concepts vont faire qu'ils vont intégrer plus le concept en question. Nous vous proposons quelques idées de tâches où les élèves sont amenés à rechercher les tensions entre les valeurs, des normes, des règles de conduite, des expériences, des ressentis, formuler une question éthique qui guidera la réflexion ou le dialogue, faire l'examen de repères qui sous-tendent les points de vue ou les conduites, évaluer la pertinence des raisonnements, proposer des réponses au regard des effets sur soi, les autres et les relations en présence. Et d'autres choses qu'on pourrait rajouter aussi, puis c'est là que je vais m'en aller dans la mise en pratique selon l'heure. On va aller à l'autre diapo. Les modalités pédagogiques. Dans ces mises en situation, l'enseignant privilégie le dialogue et l'interaction avec les autres parce que c'est très court. Vous allez voir, c'est une page. Il y a 5 mises en situation pour le secondaire 1, 5 pour le secondaire 2, 5 pour le 4, 5 pour le 5. De plus, les compétences réfléchir sur des questions éthiques amènent les élèves à expérimenter le vivre ensemble en classe, un lieu où, comme dans la société, il faudra apprendre à cohabiter dans le respect malgré les désaccords et les divergences de points de vue, d'où les conditions favorables à l'interaction qu'on va avoir faites au préalable de la mise en dialogue de ces mises en situation. On y va? Alors, ils sont divisés de façon numérique. Il y a la précaution pédagogique qu'on a mis de l'avant, la première page que je viens de vous lire, en fait. Et puis après ça, ça y va par secondaire. Fait quand on clique sur secondaire 1, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire situation 1, 2, 3, 4, 5 pour secondaire 1. Mais ça va être inscrit. OK, prochaine diapo. Et là, c'est là que c'est écrit en haut à gauche. Je me trouve où? Je me trouve en premier secondaire, c'est ma 2e mise en situation. Donc, ça indique la situation puis le niveau. Complètement à droite, ça m'indique, bon, est-ce que c'est la première, la 2e, la 3e, la 4e, la 5e mise en situation de ça? Et puis, quand je vais à la maison, c'est que je retourne au début. Je retourne au départ. Si jamais je suis en secondaire 2, tout d'un coup, on me demande de faire du secondaire 4, OK, je vais aller chercher dans mes mises en situation, je vais me promener, puis je vais aller chercher là où j'ai besoin. Celle-là, c'est secondaire 1, situation 2. Passe à la diapo, voir qu'est-ce qu'il y a la prochaine. Oups, non, recule. OK. Dans certaines mises en situation, on a même mis des ressources. On a une mise en situation, puis on a des ressources qui pourraient aider les élèves à avoir d'autres points de vue sur les mises en situation.
Et puis, là où on est à la tâche, on va dire à faire, elle se trouve en bas de la mise en situation. Puis, à gauche, c'est un peu des pictos qui correspondent à ce qu'on va faire comme tâche. Dans la mise en situation, il y a toujours la page, on va dire, pour le prof avec plus d'informations, où je pourrais, en tant qu'enseignant, je pourrais juste présenter la mise en situation qui se trouve aussi dans le texte. C'est-à-dire qu'on extrait la mise en situation, puis on présente juste cet aspect-là aux élèves au lieu de présenter toutes les tâches à faire. On poursuit. Là, ce que je vous parlais tout à l'heure, ce que je vous ai présenté, c'est les outils complémentaires. Là, je pense pas qu'on va pouvoir vraiment... Par contre, on pourrait aller dans une des mises en situation puis l'ouvrir, Éric, la première page que tu avais mise en situation, pour en lire minimalement une, pour voir ça s'actualise comment. Je voulais vous donner les outils complémentaires, puis aller dans les mises en situation, puis faire des liens avec quoi d'autre je pourrais faire avec ces mises en situation-là que ce que moi, je vous ai proposé là. Premièrement, vous n'avez pas le lien. Deuxièmement, vous n'avez pas tous des copies. Fait que, troisièmement, ben, on va y aller au mieux avec ce qu'on a. Non, recule. Va, s'il te plaît, aux mises en situation. Oui, recule celle-là, va avant ça. Recule. Si tu vas sur carnet, y a-tu un lien à intégrer dans le carnet de mise en situation? Va sur 5 situations par niveau, voir. Clique en haut. OK. Va dans secondaire 1. OK, parfait. On va aller avec celle-là. On va prendre celle-là. Alors là, on est allé chercher, on a fait des liens aussi avec les concepts principaux. Bon, sont obligatoires, puis avec des concepts particuliers qui sont obligatoires. Fait que là, avec cette petite mise en situation que vous voyez est assez succincte en quelques phrases, évidemment, je suis pas en train de dire que je vais tout couvrir l'identité, la socialisation, puis la dynamique d'appartenance. OK? Puis les concepts particuliers, orientation sexuelle, culture première, culture seconde et conformisme et contestation. Mais c'est une porte d'entrée qui me permettrait, avec d'autres textes, d'autres éléments, d'aller creuser ces concepts-là. Alors, on va regarder cette première mise en situation. Donc, Yasmina, une jeune fille de 13 ans, assume son orientation sexuelle et est à l'aise d'en parler avec son entourage. Les parents de Yasmina savent qu'elle est lesbienne, mais ne veulent pas qu'elle le dise à sa grand-mère. Ils croient que la grand-mère de Yasmina n'accepterait pas la situation en raison des croyances religieuses. Malgré qu'elle ne veut pas déplaire à ses parents, Yasmina souhaiterait ne pas cacher son orientation sexuelle à sa grand-mère. Alors là, on va demander à l'élève, identifie les tensions en présence, un peu comme ce qu'on avait dans le document tantôt. On va aller chercher ce travail-là. Formule une question éthique. C'est juste ça. Sur quoi on pourrait discuter comme question éthique à partir de ça? Dégage un repère de la situation en considérant les points de vue des personnes impliquées. Alors, selon vous, la mère, elle s'appuie sur quoi pour dire qu'elle veut pas que sa fille le dise à sa grand-mère? Après ça, selon la question éthique, on va vouloir qu'il identifie des réponses possibles considérant les effets que ces réponses-là vont avoir sur Yasmina et sur les personnes impliquées. Alors, des petits pictos sur le côté, c'est un peu en lien avec les tâches qu'on demande. Puis, je reviens à ce que je vous parlais tout à l'heure avec les grilles d'évaluation avec A, B, C, D, etc. C'est que dans ma grille colorée, bien, je peux aller associer des éléments de j'ai donné une consigne, on a fait un travail, puis je peux aller garder des traces dessus. Sur justement identifier les tensions, formuler des questions, aller dégager des repères, etc. Vous en pensez quoi de ça, vous autres qui êtes restés? Oui. Est-ce que tu y as accès présentement? C'est-tu déjà en ligne? Yes! Donc, tout le monde peut y aller. Comment tu as fait, toi? Oui, mise en situation. OK. Sur le site de la PCCQ. Mais c'est tout là. C'est tout là. Mais merci. Merci. Puis aussi, c'est un document de travail. Hier soir, jusqu'à très tard, je
je revisitais les éléments, puis je me disais, hey, il y a encore des fautes là-dedans. Les cubes ne sont pas tous la même grandeur. Il manque des cubes, on les oublie, on les a mis dans la consigne. Écoutez, c'est un document de travail. Sachez une chose, que ces mises en situation-là, on les aurait travaillées aussi avec Alexandre Chenette puis Mathieu Lisotte, parce qu'on voulait s'assurer aussi un peu des balises. Comme je vous dis, entre la version 1 et cette version-là, il y a tout un monde d'interaction, de dialogue, de nuances qui est arrivé. Mais il y a aussi des moments où je pense que ça va faire l'affaire, puis il faut passer à d'autres choses parce que le temps nous manquait pour se préparer. Mais vous allez voir qu'ils sont tous là. Il y a juste une... là, tu peux peut-être retourner à la maison, Éric, puis aller voir secondaire 5. La numéro 5, s'il te plaît. Oui, celle-là. Alors, celle-là, en fait, j'ai fait un constat. On a fait le travail, on a travaillé nos mises en situation. On a vu qu'il y avait l'intégration d'éducation à la sexualité. C'est ce qu'on voulait faire. Il y en a dedans. Il y en a peut-être pas autant qu'on aurait souhaité, mais il y en a dedans. Puis là, j'ai dit, oui, mais on avait dit qu'on intégrerait des situations en lien avec les Premières Nations, les concepts de ça. Fait que là, j'ai dit, OK, où est-ce qu'on a fait? Fait que là, je commence à revisiter toutes, puis il n'y en a pas une qu'on a mis ça dedans. Fait que là, je dis, attends, il faut en faire au moins une. Fait que là, celle-là, elle n'était pas bâtie en fonction de ça. J'ai changé 2 choses. Le nom d'une personne, Anouk, c'est un nom Innu, en tout cas, selon mes recherches. Je suis pas spécialiste de la recherche non plus, là, fait que tomber bon pas sans tomate, c'est pas ça. Mais selon ce que j'ai trouvé, c'est qu'Anouk, ça viendrait d'une culture Innu, et puis c'était pas Vincent. C'était 2 noms que j'avais écrits, puis ma collègue, elle l'a changé pour un Vincent avec une Anouk. C'est bien correct de même. Mais j'ai marqué un couple Innu avec un enfant en bas âge, parce que toute la situation était bâtie pour Serge, puis... Non, Kevin. On va dire Kevin, puis... c'est quoi l'autre? Sandra? Ah, Chantal. C'était Kevin puis Chantal. Bad luck, ils se trouvent pas d'appart, puis whatever. Fait que là, j'ai rajouté, c'est un couple Innu. Puis quand je l'ai relu, puis ça, je le fais en toute transparence et en toute humilité devant vous, là, je me suis dit, est-ce que c'est pas stéréotypé, mon affaire? Je me suis questionnée. Parce que je me dis, OK, ça va, si je parle de Kevin puis Chantal, on dirait que c'est correct. Mais tout à coup, quand je dis que c'est un couple Innu qui est refusé, puis ci, puis ça, je me suis dit, j'embarque-tu dans une posture de jugement en lien avec... Je sais pas. J'avais un petit malaise, puis je n'étais pas sûre. C'est sûr que si je parlerais à tout un groupe Innu ici, ils me le diraient. Tu sais, ils diraient, Paul, oui, non, voici pourquoi, nuancé, oui d'un bord, non de l'autre, l'autre, il ne sait pas. Puis ils me diraient toutes leurs nuances, puis j'accepterais ça, je le prendrais. Mais je voulais quand même le souligner pour que vous puissiez l'entendre, puis s'il y a des réflexions en lien avec ça, à continuer à nuancer, parce que cette partie-là, avec Alexandre et cette dernière mise en situation avec Alexandre et avec Mathieu, j'ai pas eu le temps de la faire rebondir pour voir si j'étais comme un peu legit dans mon affaire, là. Alors, l'exercice qui pourrait rester à faire avec ça, c'est en mettre plus en lien avec des situations pour qu'on puisse avoir des mises en situation avec des perspectives autochtones ou des points de vue autochtones. Et puis, encore là, on a mis des ressources parce que des fois, on a trouvé des documents que tu n'as pas à chercher, on les a déjà mis là pour que tu aies des points de vue différents avec les gens. Puis, il y a même une partie à la fin, quand c'est marqué « annexe », si tu vas, Éric, au mot « annexe » en bas de page, identifier les repères de ces points de vue, bien, on a fait le travail, on est allé mettre corriger, on va dire. Ça marche-tu quand tu payes sur annexe? Oups, il va-tu? Oui, alors point de vue et repères associés dans la petite mise en situation. Là, on a donné des idées, des pistes de réponse. Puis la question éthique possible aussi, on a mis qu'est-ce qui pourrait être en tension. Ce serait bonifié. La beauté de ça, c'est qu'en 1 ou 2 cours, tu peux avoir certaines traces de ce que tu vas demander à l'élève. Est-ce que c'est vraiment le concept, mettons que j'en prends un sur lequel on était, est-ce que la dynamique d'appartenance, mettons, est bien, ils vont comprendre ça veut dire quoi ça? La réponse, surtout avec M. Tremblay qui est juste ici, c'est sûrement non.
Parce que ça prend plusieurs contextes différents dans des mises en situation différentes qui parlent de la même affaire pour mieux comprendre, en tout cas de ce que j'ai compris, un concept particulier ou obligatoire. Questions, commentaires sur l'ensemble de l'œuvre? Oui. Ah, thumbs up. Merci. Oui. Oui, vas-y, Charles. Ah oui, le micro, merci de le passer. Bonne idée, c'est vrai. Oui. En fait, à la question, là, je vois, j'imagine le nom, c'était Nuka, c'est ça? Oui. Elle a enlevé mais, une place, mais pas l'autre. À la Comment question, dans le fond, on disait comme quoi, bon, il faudrait mettre plus de trucs des Premières Nations et tout. Justement, c'est drôle parce qu'on avait la discussion dans une autre conférence tantôt, comme quoi on a souvent l'impression que, bon, il y a un portrait général et là, oh, on plug les Premières Nations. Donc, des fois, c'est tellement gros et stéréotypé qu'on est comme, on est-tu en train de faire du capital? C'est pas évident, et c'est évidemment pas ça la volonté, là. On s'entend, mais là, je trouve que comme c'était une situation qui est quotidienne, on change les noms, je trouvais que c'était une nuance qui était intéressante quand même, qui est pas trop grossière. OK, merci. Parce que des fois, mais je parle à travers mon chapeau, je suis pas issue des Premières Nations, mais je trouve que c'est bien d'avoir des nuances comme ça, autrement dit. Fait que je trouvais ça, d'une certaine manière, je trouvais ça intéressant. Oui, il y a Lucie puis Martin. Lucie. Ah, OK, thumbs up. OK, merci. Il y a Martin ici en avant, sinon. Merci. Merci de faire ça. Donc, oui, juste par rapport, c'est ça, on peut changer des noms, c'est une chose, mais il faut se rappeler aussi ce qu'on disait ce matin, on veut voir le réel. Fait que c'est pas de plaquer ou d'inventer des situations. J'ai comme du matériel qui a été fait, là, puis que c'est comme, ben, OK, à page 19, on serait rendu à avoir des Autochtones. Poup, poup, on met ça là. C'est pas ça. C'est pas ça le but. Il y a une distinction aussi entre la C1 et la C2 parce que dans la C1, on veut pas inventer, on veut comprendre le réel. En la C2, on peut se questionner sur le réel, mais on peut se questionner aussi sur, tu sais, comme des mises en situation qui ont été, tu sais, j'ai pas pris ça dans le Journal de Montréal, tu sais, je veux dire. Dans mon contexte, tu sais, si, admettons, je pourrais avoir des Autochtones, est-ce que justement, c'est quelque chose qui est. Le plus facile, c'est d'aller chercher dans le réel, plutôt que de dire, OK, attends une minute, je vais me faire une situation, hop, cette situation-là pourrait se passer dans une communauté autochtone, ouais, mais admettons, qu'est-ce que j'en sais, moi, comme tu disais tantôt. Oui, c'est ça, c'est réaliste. Mais oui. Qu'est-ce qui est plus réaliste qu'à, mettons, la réalité, puis il en regorge là, des situations réelles qu'on pourrait aller chercher. Donc, c'est ça. Il faut les trouver, là, des fois, mais... J'aime bien ta distinction entre réaliste et pas s'en aller dans le caricatural ou stéréotypé. Oui. Quelqu'un d'autre? Il y avait une question. Je pense que Alors, on essaie de développer des outils tant pour le primaire que le secondaire pour permettre à l'enseignant de donner des consignes, essayer d'avoir des traces d'évaluation, de donner un lexique quand j'utilise des qualificatifs, parce que oui, je peux le faire, mais je fais ça comment, puis quel que j'utilise. Évidemment, quand on parle d'évaluation, on parle de transparence avec les élèves. Fait que si les élèves aussi ont le lexique de qualificatif, puis que tu dis, je veux que ce soit cohérent, bien, ça veut dire quoi? Il y a un exemple qui est donné, puis là, l'élève aussi est en train de s'approprier sa grille d'évaluation aussi de ce côté-là. Ou quand je dis, ben, je veux que ce soit appuyé sur des repères, oui, mais tu parles de quoi, là? T'sais, donc, donner des outils qui vont permettre aussi à l'élève de faire du chemin avec ce concept-là de repère ou de valeur ou de formuler une question éthique. Oui.
ce que je veux dire, pour une meilleure compréhension des choses, ce serait pas mieux si on vient avec une situation, on parle d'Autochtones, donc de contextualiser, que tous les élèves puissent connaître la réalité autochtone. On peut faire comme une petite, un cours, bien une situation, bien une vidéo, quelque chose comme ça, avant de présenter la situation après. Ça permettrait peut-être de briser la glace Mhm. donc Mais ce qui est intéressant dans ce que j'entends, c'est que quand je fais une étude, mettons avec la C1, un genre d'enquête sur des réalités que peuvent vivre justement les communautés autochtones, on peut avoir l'étude, on a différentes perspectives, on voit ce que ça signifie pour certains éléments. Puis le WOOP peut pondre une mise en situation éthique ou un questionnement éthique où là, on a eu accès à peut-être une mise en contexte réelle, on va dire ça comme ça, qui va permettre d'aller vers un questionnement qui va être plus étayé. Mais encore là, les ressources qu'on donne dans ces deux, on peut aussi donner des documents qui vont permettre d'avoir des points de vue diversifiés. Ouais. Puis on fait exprès, moi je dis aux profs, je veux pas que tu vendes ton point de vue. Je veux que tu ouvres à la diversité de différents angles pour qu'il y ait des points de vue nuancés, même que les élèves vont pouvoir t'amener des points de vue que tu n'as peut-être pas pensé. C'est ça la posture d'accueil aussi, puis de la posture d'humilité d'apprenant. On est toujours en train de co-construire notre savoir et notre savoir-faire. Quelqu'un d'autre? Oui. Ah, je pensais que tu levais la main pour toi-même. Oui, il y a quelqu'un. Merci. Je viens du CSDM, puis on a eu une journée pédagogique institutionnelle, puis le mot à l'ordre du jour, c'était vraiment différenciation pédagogique. Faut s'adapter. Tu sais, dans mon école, c'est une école de 300 élèves, mais c'est des élèves dits réguliers. Mais les 2 tiers, ils ont des ordinateurs, des mesures d'aide, dyslexie, dyspraxie. Puis il y en a beaucoup qui arrivent de d'autres régions du Québec ou de d'autres parties du monde. Fait qu'ils arrivent avec des grandes difficultés au niveau du français, des grandes difficultés d'écriture. Il y avait des élèves qui avaient des outils, par exemple, l'année passée, puis là, ils sont arrivés sans leur DAP parce qu'ils arrivent d'un autre centre de service scolaire. Fait qu'ils sont en 4, mais ils n'ont pas les acquis pour écrire en français de 4. Je me demandais si avec tout ça, vous aviez des outils pour faciliter la différenciation pédagogique adaptée aux élèves qui arrivent de la francisation, qui est une réalité à Montréal, en tout cas. Je sais pas si ça... Parce que repères moraux, même si j'essayais de le traduire en espagnol, je suis pas sûre que je serais capable de donner qu'est-ce que ça veut dire exactement dans le contexte. Fait que je sais pas si vous avez des outils pour ça. Fort intéressant. 2 choses qui me viennent en tête. La première, c'est que on a dit dans ces mises en situation-là que ça peut être fait à l'oral ou à l'écrit. Ça, c'est une chose. On peut jouer de l'écrire. On peut le nommer. Je dirais même le dessiner à quelque part. Des cartes conceptuelles aussi avec quelques mots. On peut expliciter quelques concepts, on va dire ça comme ça. J'ai le goût de vous donner un exemple en éducation physique. Si je parle d'une roulade avant, puis les gens, ils savent pas trop ça veut dire quoi. Puis là, je leur en démontre une, mettons. Ils vont voir, OK, ça, c'est une roulade avant. Mais pour l'acquérir, la roulade avant, ils vont le faire sur un tapis fromage, sur le gazon, sur le sable, dans les airs, dans la piscine. Puis quand ils vont changer les contextes, ils vont finir par « Ah, c'est ça, une roulade avant ». Pour avoir appris le japonais, le chinois, puis c'est ça, d'autres langues que la mienne. À un moment donné, on vient qu'on saisit un concept à la lumière de la répétition de comment il vient, mais je pense que M. Tremblay est spécialiste en la matière et qu'il pourrait vous en dire beaucoup plus que moi. Sérieusement. Leçon de temps C1, en tout cas. Ouais. C'est une bonne analogie. Fait qu'on change de concept, puis voir comment... Qu'est-ce que ça va affecter au niveau de ma roulade, justement, de changer de surface? Qu'est-ce qui va changer au niveau de ce mouvement-là? Donc, c'est pas seulement juste de comprendre c'est quoi une roulade, mais que la surface va affecter le mouvement. Là, ça, c'est transférable, pas juste pour la roulade, mais pour le patin, pour sauter.
Puis là, c'est là que l'élève est capable de faire des transferts, mais c'est un autre sujet. Mais mettons que je parle en CCQ, mettons que j'y vais là, avec ce qui me vient en tête, ok, Ouais. spontanément. Mettons que j'ai l'amour puis l'amitié. Je mets ça dans une bulle. Avec peut-être des bonhommes, pas de bonhommes, c'est toi qui décides. Puis là, ils vont faire, OK, je vais mettre une autre bulle associée à ça. Tu sais, est-ce que je peux la mettre dans le milieu des deux bulles? Est-ce que non, ça, c'est juste... Tu sais, est-ce que quand je donne un bisou, c'est juste l'amour ou ça peut être l'amitié? Fait que, tu sais, c'est comme si on est en train de bâtir des concepts en lien avec des choses peut-être qui peuvent vivre au-delà des mots, mais dans l'action, mais qu'on va le mimer, parce qu'à un moment donné, le langage, il faut que tu utilises ce que tu as là. Mais on n'a pas inventé non plus, parce que dans les orientations, on va nous dire où est-ce qu'on s'en va avec ça. Parce que c'est pas d'arriver et de dire, OK, j'essaie de voir c'est quoi la différence entre amitié et amour, ça en est un qui serait comme la différence entre l'amitié et l'amour serait dans les orientations. Là, mais Ouais. des fois, on n'a pas à les inventer. On va aller voir qu'est-ce qu'on nous propose déjà dans les orientations. Mais c'est pas juste proposer, c'est imposer. Mais puis après ça, on va aller jouer avec ça. C'est notre patinoire, moi, que j'appelle les orientations. Parce que des fois, surtout quand on veut utiliser la littérature jeunesse pour ados ou la philo pour ados, on peut partir « Wouh! » Puis là, c'est quoi que ça nous dit de rester dans la patinoire? Tu sais, c'est quoi les orientations? Parce que quand on vient emballer sur des thèmes ou des concepts, on peut vraiment... on est rendu à l'université, j'ai des profs, là, ils font des choses. Attends, c'est en secondaire 2, là. Tu sais, je veux dire, les orientations reviennent un petit peu, puis garde du jus pour plus tard. Mais en tout cas, hey, je vous remercie de votre présence, participation, questions. Merci beaucoup.